Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir l'évolution de la monnaie, c'est-à-dire du troc à la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on utilise de l'argent tous les jours, mais très peu de personnes savent ce qui est réellement la monnaie et pourquoi la crypto-monnaie existe. Pour comprendre la crypto-monnaie, il faut d'abord comprendre l'histoire de la monnaie. On va faire ça simplement, étape par étape. Donc, restez jusqu'à la fin si vous voulez comprendre l'évolution de la monnaie jusqu'à la crypto-monnaie et si vous voulez connaître la différence qui existe entre les deux et si vous voulez savoir réellement aussi pourquoi la crypto-monnaie existe. Donc, premièrement, nous allons partir, on va voir le troc. Le troc avant la monnaie, ok? Au départ, il n'y avait pas d'argent. Les échanges se faisaient par le troc, c'est-à-dire du bleu contre du bétail, du sel contre des outils. OK? C'est ça qu'on appelle le troc, c'est-à-dire l'échange entre les biens. Donc, les gens échangeaient directement des biens. C'est ce qu'on appelle le troc. Exemple, tu as du riz et moi, j'ai du poisson. Si j'ai besoin du riz que toi tu as et que toi aussi tu as besoin du poisson que moi j'ai, on échange. C'était ça. Mais le problème avec cette manière d'échanger ou bien avec la monnaie troc, le problème c'était quoi? Si toi, tu n'avais pas besoin du poisson que moi j'ai, on ne pourrait pas faire l'échange. Par exemple, moi, j'avais du riz et j'ai besoin du poisson que toi tu as. Mais toi, tu n'as pas besoin du riz que moi j'ai. Donc, on ne pourra pas échanger, on ne pourra pas faire l'échange. Donc, il va falloir qu'il y a ce qu'on appelle besoin commun. Tu as besoin de ce que j'ai et moi aussi j'ai besoin de ce que tu as, on échange. Il y avait ce problème. Le deuxième problème, c'était quoi? Si moi j'ai du riz et que toi tu as du poisson, si on veut échanger, des fois tu vas voir que le riz que moi j'ai, la quantité, okay, la quantité du riz que par exemple, moi j'ai vaut plus que ton poisson. Mais comme j'ai besoin de ton poisson, donc je suis obligé de faire l'échange. Je suis obligé de faire l'échange. Donc, il n'y avait pas l'équité, il n'y avait pas ce qu'on appelle les choses qu'on échangeait, il n'y avait pas d'équilibre au fait, il n'y avait pas d'équilibre. Comme aujourd'hui, tu as, disons, un iPhone, qu'on te dit que ça coûte 150 000 francs CFA, tu prends 150 000, cela veut dire que la valeur de l'iPhone que tu veux acheter là, sa valeur correspond exactement à 150 000 francs CFA, c'est ça. Mais avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, avant, si moi j'avais ordinateur et que je veux un téléphone, je pars, j'échange un ordinateur contre un téléphone. Vous voyez? Vous voyez ça? Donc, il y avait pas l'égalité, OK? Donc, limite du troc, c'était ça. Limite du troc. Donc, le troc était donc lent, le troc était compliqué et pas pratique. En fait, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui pratiquaient ça parce que si moi j'avais, comme l'exemple que j'ai donné du riz, donc ce que je veux, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ça. On ne pourra pas faire l'échange. OK? Donc, il fallait trouver quelque chose plus, il fallait trouver quelque chose que tout le monde accepte. OK? Il fallait trouver quelque chose que tout le monde accepte. C'est là que on a parlé, on a pensé à des métaux précieux, naissance de la monnaie. Naissance de la monnaie, au fait. OK? Donc, pour simplifier les échanges, les sociétés ont adopté des objets rares et durables comme l'or, l'argent, le cuivre, le sel.
les coquillages. OK? Donc, l'or et l'argent sont devenus importants parce que l'argent et l'or avaient trois qualités. L'argent et l'or avaient trois qualités. La première qualité, c'était quoi? L'argent et l'or étaient très rares. On pouvait trouver l'or et l'argent difficilement. Ça, c'est un. De deux, l'argent et l'or étaient durables aussi. Étaient durables, c'était difficile de les détruire. Et trois, on pouvait diviser l'or, on pouvait diviser l'argent. Donc, c'était divisible aussi. OK? Donc, pourquoi l'or? On ne peut pas en créer facilement. On ne peut pas créer l'or facilement. OK? Il ne se détruit pas. On ne peut pas détruire l'or. Okay? Donc, tout le monde lui fait confiance. Tout le monde faisait confiance à l'or. Donc, l'or, quand même, était beaucoup plus pratiqué que le troc. Okay? L'échange de l'or, de l'argent, de cuivre, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de là, l'argent devient un outil d'échange universel. C'est à partir des métaux précieux. OK? Donc, ici, l'argent aussi, les inconvénients de l'or, c'était quoi? C'était d'abord, avant l'inconvénient, les avantages, on avait dit que c'est la valeur réelle. L'or avait ce qu'on appelle une valeur réelle. Une valeur réelle. Parce que si quelque chose est rare, la chose là a une valeur. Et pour avoir l'or, beaucoup d'or, c'était pas facile. Donc l'or avait une valeur qui est réelle. OK? Mais l'inconvénient aussi, c'était quoi? C'était difficile à transporter et à sécuriser. L'or était difficile à transporter. Parce que si tu veux acheter, disons, un téléphone, on prend l'exemple sur un téléphone. Tu veux acheter un téléphone, on te dit par exemple c'est 10 grammes d'or ou bien c'est 50 grammes d'or. Pour transporter les 50 grammes d'or là, c'était difficile, c'était lourd. Vous comprenez? C'était très lourd. Et en plus de ça, c'était pas sécurisé. Parce que les 10 grammes de l'or, tu ne peux pas les cacher là où personne ne peut voir. Tu ne peux pas les cacher. Donc, pour l'or aussi, il y avait ces difficultés-là. OK? Il y avait ces difficultés. C'est là que, maintenant, pour éviter de transporter de l'or, les banques ont créé des billets représentant une quantité d'or stocké. C'est-à-dire que quand tu pars, par exemple, tu pars laisser l'or à la banque, quand tu pars là-bas, quand tu pars avec 10 grammes de l'or, OK, ils allaient prendre à la banque là-bas un papier qu'on écrivait dessus 10 grammes d'or. Cela veut dire que toi, tu as 10 grammes d'or à la banque. Donc, au lieu de transporter maintenant l'or pour aller échanger, pour aller faire les achats, on partait maintenant avec les papiers. Donc, c'est comme ça que l'argent en papier aussi est né. Au lieu de transporter 10 grammes d'or maintenant, tu pars avec un bout de papier, c'est écrit dessus 10 grammes, qui représente la valeur de l'or que tu as à la banque. Donc, c'était ce qu'on appelle une promesse. C'était une promesse. OK? Mais avec le temps, cette promesse a disparu. Les billets représentaient plus de l'or, mais uniquement une confiance envers l'État. Et en ce moment-là, le billet avait une valeur réelle parce qu'il était lié. En ce moment, le billet avait une valeur réelle parce que c'était lié à l'or. OK? Maintenant, avec le temps, les États-Unis ont supprimé le lien entre l'or et l'argent. OK? C'était en 1971 que les États-Unis ont définitivement abandonné l'étalon d'or. Okay? Depuis ce moment, l'argent peut être créé sans limite réelle parce que le papier, c'est-à-dire l'argent n'était pas lié maintenant
à l'or. Mais plutôt, l'argent maintenant dépendait des États, dépendait des banques centrales qui maintenant créaient de l'argent, imprimaient de l'argent. Ok. Donc, avec le temps, c'est ça que les États-Unis ont fait. Et aujourd'hui, un billet n'est plus garanti par l'or. Aujourd'hui, un billet de 100 francs, de 500 dollars n'est plus garanti par l'or. Il est garanti uniquement par la confiance envers l'État. Uniquement envers l'État. Parce que c'est l'État qui imprime de l'argent, c'est l'État qui crée de l'argent. Donc actuellement, excusez-moi, donc actuellement, il est garanti uniquement par la confiance envers l'État. Et c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. C'est la monnaie que nous voyons aujourd'hui. Les 500 francs CFA que nous voyons aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Ok? Les 1000 francs que nous voyons, les 2000, c'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Mais le problème, c'est que l'État peut créer de l'argent sans limite. L'État peut créer de l'argent sans limite. Et quand l'État crée de l'argent sans limite, la conséquence de ça, c'est quoi? La conséquence de ça est qu'il y aura ce qu'on appelle l'inflation. Il y aura l'inflation dans le monde. Il y aura l'inflation dans le pays. Donc, l'inflation dans le pays, cela signifie que si, par exemple, avant, on achetait disons, une voiture, ok? C'est un exemple, on achetait une voiture à 200, à 200, à 200, à 200, à 200, 200 dollars, ok? Si avant, on achetait une voiture on va prendre un exemple, à 2000 dollars, on achetait une voiture à 2000 dollars, aujourd'hui, pour avoir la même voiture, avec les mêmes caractéristiques, ok? Il va te falloir payer 5 000 à 10 000 dollars ou à 6 000 à 7 000 dollars pour avoir la même voiture. Cela veut dire que l'argent va perdre ce qu'on appelle sa valeur. Il y aura perte de pouvoir d'achat. Quand l'État crée beaucoup de billets, il y aura ce qu'on appelle la perte du pouvoir d'achat. Donc l'argent va perdre sa valeur. Et c'est pas bon. C'est une conséquence grave. OK? Et ce qu'on appelle encore la dépendance totale aux banques centrales. C'est-à-dire que l'argent dépendait maintenant de la banque centrale. Des banques centrales même. Parce que c'est les banques centrales là qui créent de l'argent. Donc l'argent maintenant dépendait d'eux. OK? Et ce qu'on a, il y aura la dépendance totale aux banques. C'est l'État qui va contrôler. C'est l'État qui contrôle l'argent. OK? Donc, après ça, on a pensé à la monnaie numérique. Actuellement, on utilise bien, surtout ici en Afrique, les monnaies fiduciaires jusqu'à présent, c'est-à-dire les monnaies papier. Mais si vous remarquez aujourd'hui, la majorité de l'argent n'existe même plus en physiquement au fait. Il est numérique. Actuellement, l'argent est numérique. Pourquoi l'argent est numérique? Dans beaucoup de pays africains, on va laisser les Européens parce qu'on sait quand même que là-bas, ça a commencé là-bas depuis. Mais dans beaucoup de pays ici en Afrique, ok, beaucoup de personnes utilisent les Wave, les Orange Money. Tout ça là, c'est l'argent électronique, c'est l'argent numérique. Aujourd'hui, tu peux faire les achats sans toucher l'argent en papier, sans toucher l'argent papier. C'est ça qu'on appelle la monnaie numérique. Si tu veux voyager, ou bien tu veux, même dans les taxis d'ici par exemple à Dakar, tu pars avec ton téléphone, tu as l'argent sur ton compte Orange Money ou bien sur ton Wave. Tu peux payer le transport à travers Wave, à travers Orange Money sans toucher l'argent. Donc, on veut quitter maintenant de l'argent fiduciaire, c'est-à-dire de papier, vers la monnaie numérique. Nous sommes maintenant même vers la monnaie numérique. OK?
Donc actuellement, beaucoup utilisent ça, beaucoup commencent à utiliser cela. Donc c'est très très important de connaître comment la monnaie, comment on a quitté du troc jusqu'à la monnaie numérique, c'est-à-dire l'argent dématérialisé, on quitte de l'argent papier vers l'argent numérique, ok? Et par après maintenant, on vient maintenant sur les crypto-monnaies, ok? Mais il reste toujours contrôlé par les banques, les États et les intermédiaires. Donc, il y a toujours la banque qui est là, qui contrôle l'argent, toujours. Même si c'est avec la monnaie numérique, il y a la banque qui contrôle, il y a les États aussi qui contrôlent. Il y a ce qu'on appelle l'intermédiaire. Il y a l'intermédiaire entre toi et la banque. Parce que si tu veux transférer de l'argent, disons, si tu veux transférer un certain montant, tu es obligé de passer par la banque. Et c'est la banque maintenant qui va décider du reste de la transaction. Si tu veux transférer ce montant aujourd'hui, c'est la banque qui va décider si l'argent que tu veux transférer aujourd'hui, si ça va passer aujourd'hui, mais si ça va passer jusqu'à demain. D'accord? Donc, ton argent peut être bloqué à la banque. On peut bloquer ton argent, ou bien sur les plateformes Orange Money, on peut bloquer ton argent là-bas, tu n'as pas le contrôle dessus. OK? On peut zéler ton argent. Ton argent encore sera encore dévalué. Tant que, par exemple, ton argent est à la banque, ça va perdre sa valeur. Ça ne va jamais augmenter, ça va continuer de perdre sa valeur. Donc, toujours basé sur la confiance, pas sur la transparence. Et normalement, l'argent doit être basé sur la transparence. OK? Donc, c'est à cause de ça, de la transparence, et de telle sorte, et comme la monnaie numérique aussi, toujours, et la monnaie papier, étaient tous contrôlés par l'État, gérés par l'État, gérés par la Banque centrale, okay, contrôlés par l'État, contrôlés par la Banque centrale, et il n'y avait pas ce qu'on appelle la transparence. C'est la raison pour laquelle on va parler maintenant ici des crypto-monnaies, une rupture. En 2008, une crise financière mondiale éclate. OK? Les banques s'effondrent. Les gens perdent la confiance. C'est-à-dire, en ce moment, en 2008, il y avait une crise économique mondiale. OK? Donc, les banques se sont effondrées. Les gens ont perdu beaucoup d'argent dans les banques, beaucoup même. Donc, depuis lors, les gens ont commencé, et les banques, les gens ont perdu la confiance à la banque. Donc, les gens ne partaient pas maintenant envoyer leur argent à la banque parce qu'ils disaient que ce n'était pas sécurisé. Il peut y avoir encore une crise financière mondiale et ils risquent encore de perdre leur argent. Donc, une question apparaît. Peut-on créer un argent sans banque? Est-ce qu'on peut créer une monnaie qui ne dépend pas de la banque, qui ne dépend pas aussi de l'État? C'est qu'une monnaie qui est transparente, une monnaie qui est décentralisée, complètement décentralisée, qu'aucun gouvernement ne peut contrôler, aucune banque centrale ne peut également contrôler. Est-ce que peut-on créer cette monnaie? Est-ce que peut-on créer cet argent? OK? Donc, c'est en 2009, une nouvelle idée apparaît. Créer un argent sans banque, sans État, basé sur la technologie. Et c'est la monnaie-là que nous appelons aujourd'hui la crypto-monnaie. OK? C'est en 2009 que le Bitcoin est né. Et Bitcoin est né à cause de cela. Bitcoin est né pour centraliser la monnaie. Pour décentraliser la monnaie plutôt. Parce que la monnaie était centralisée. C'est les États qui géraient l'argent. C'est l'État qui gérait la monnaie.
c'est les banques qui géraient la monnaie, les banques centrales, et qui créaient comme ils veulent, quand ils veulent. Donc, c'est la raison pour laquelle Bitcoin est venu. Bitcoin est né en 2009. Donc, Bitcoin est né à cause de ça. Parce qu'avec Bitcoin, la transparence, Bitcoin est complètement transparent. OK? Comment dire, la crypto-monnaie fonctionne avec la blockchain, la technologie blockchain. Avec la technologie blockchain, on ne peut pas falsifier, on ne peut pas tricher, on ne peut rien contre la blockchain, en fait. Personne ne peut contrôler Bitcoin. Donc, Bitcoin fonctionne avec la technologie blockchain. Bitcoin fonctionne avec la transparence et ce qu'on appelle encore la quantité de Bitcoin est limitée. C'est-à-dire que l'offre de Bitcoin est limitée. Nous avons seulement 21 millions de Bitcoin dans le monde. Seulement 21 millions de Bitcoin. Et il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas une banque ou un État qui pourra créer un autre Bitcoin. Là, il n'y aura pas un État, il n'y aura pas une banque aussi qui va créer un autre Bitcoin qui va s'ajuster à ces 21 millions de Bitcoin. Donc, la valeur de Bitcoin est limitée. On ne peut pas créer comme ce qu'on fait avec la monnaie. On ne peut pas créer Bitcoin comme ce qu'on fait avec la monnaie fiduciaire, les dollars, les francs CFA. Créer beaucoup de francs CFA, créer beaucoup d'euros, créer beaucoup de dollars. Ça, c'est possible. Mais avec Bitcoin, c'est impossible. On n'a que 21 millions de Bitcoin et jusqu'à la fin du monde, il y aura encore ces 21 millions. Il n'y aura pas plus. Donc, la valeur de Bitcoin est limitée. Donc, tout ça là, c'est pour combattre l'inflation. Tout ça là, c'est pour combattre l'inflation, pour que l'argent va avoir ce qu'on appelle la valeur. C'est pourquoi il y a d'autres même qui appellent la crypto-monnaie comme la monnaie du peuple. Pourquoi la monnaie du peuple? Parce que tout simplement, 500 francs CFA, prenons 600, ok? 1 dollar est égal à 600 francs CFA. Pourquoi 1 dollar n'est pas égal pourquoi 1 dollar n'est pas égal à 1 franc CFA? Pourquoi? Normalement, franc CFA, c'est l'argent, dollar, c'est l'argent, euro, c'est l'argent. Mais pourquoi leurs valeurs ne sont pas les mêmes? Pourquoi il y a d'autres monnaies qui dépassent? Pourquoi il y a d'autres monnaies qui dépassent, ok, d'autres monnaies? Mais si on prend Bitcoin, un Bitcoin ici à Dakar est égal à un Bitcoin en Amérique, est égal à un Bitcoin en France, est égal à un Bitcoin partout. Donc, cela veut dire que si tu peux acheter une maison ici à Dakar avec seulement un Bitcoin, seulement avec un Bitcoin, cela veut dire qu'avec un Bitcoin encore, tu peux acheter une maison en Amérique, une maison en Europe avec un Bitcoin. Un Bitcoin est égal à un Bitcoin partout. Un Bitcoin n'est jamais différent d'un Bitcoin. Donc, c'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple, le Bitcoin. OK? Donc, c'est la raison pour laquelle le Bitcoin est là. Le Bitcoin encore est sécurisé par ce qu'on appelle la cryptographique. OK? La sécurité cryptographique, c'est crypté. On ne peut rien faire contre Bitcoin. OK? On ne peut rien faire contre Bitcoin. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous tous ici présents, en Afrique ou ailleurs, tout le monde doit s'intéresser à la crypto-monnaie. Tout le monde doit connaître comment la crypto-monnaie fonctionne. C'est inadmissible, c'est obligatoire. Parce que tôt ou tard,
les monnaies fiduciaires que nous utilisons comme ça là vont disparaître. Mais quand on va rentrer en profondeur avec la crypto-monnaie sur la scène IBM Capital, nous allons expliquer en profondeur le Bitcoin, les crypto-monnaies et comment faire les transactions là. Et vous allez connaître réellement pourquoi le Bitcoin existe. D'accord? Vous allez connaître pourquoi le Bitcoin existe. Donc, la crypto-monnaie n'est pas juste un investissement. C'est une nouvelle façon de penser la monnaie. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, quand on parle de Bitcoin, on parle de crypto-monnaie, beaucoup pensent à l'investissement. Mais Bitcoin ou la crypto-monnaie est au-delà de l'investissement même. Parce que ça nous permet de faire la transaction. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui voyagent en payant leurs billets d'avion avec les crypto-monnaies, avec les bitcoins en ligne. Donc, c'est très, très important. Aujourd'hui, tout le monde doit maîtriser ou connaître la crypto-monnaie. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Vous devez connaître la crypto-monnaie. D'accord? La crypto-monnaie est là pour une cause noble, pour un objectif bien déterminé. OK? Donc, la crypto-monnaie et la monnaie classique, la différence qui est entre eux, c'est quoi? C'est que la monnaie traditionnelle repose sur la confiance envers l'État, c'est-à-dire qu'elle repose sur l'État. La monnaie traditionnelle dépend entièrement de l'État. C'est l'État qui décide ce qu'il veut faire avec la monnaie. Si l'État veut que la valeur de la monnaie augmente, ça va augmenter. Si l'État veut que la valeur de la monnaie diminue encore, ça va diminuer. Et comment l'État va faire que la monnaie va perdre sa valeur? C'est en imprimant. Et c'est possible de l'imprimer. OK? De créer de l'argent, de l'imprimer. C'est ça qui va faire que l'argent va perdre sa valeur. Et avec les crypto-monnaies, la crypto-monnaie repose sur les mathématiques et les codes qu'on ne peut pas modifier, qu'on ne peut pas tricher. OK? C'est programmé, en fait. On ne peut pas tricher. C'est programmé. Et quand c'est programmé, c'est fini, au fait. Donc, il n'y a pas de débat entre les deux. Il n'y a pas de débat. Mais quand on va commencer avec les crypto-monnaies, l'explication des crypto-monnaies et autres, et leur utilité, leur importance, ici, c'est juste l'introduction à la crypto-monnaie. OK? Donc, si vous voulez continuer, si vous voulez comprendre la crypto-monnaie intelligemment, il va falloir que vous vous abonnez à cette chaîne obligatoirement. Parce que sur cette chaîne, nous allons beaucoup plus parler sur les crypto-monnaies, sur l'investissement dans les crypto-monnaies, comment les crypto-monnaies fonctionnent. OK? Ici, on va apprendre d'abord avant d'investir. On apprend d'abord avant d'investir. Donc, je vous prie, si vous avez aimé ce contenu, de vous abonner, de liker et de laisser les commentaires positifs. Et partagez également cette vidéo à vos amis qui ne connaissent absolument rien en crypto pour qu'ils vont savoir pourquoi la crypto-monnaie existe, pourquoi la crypto-monnaie est là, pour les pousser à comprendre que la crypto-monnaie, ce n'est pas l'arnaque, que c'est vraiment l'argent, c'est l'argent concret. D'accord? Donc, je vous prie de me soutenir aussi en faisant ces choses-là. Ça ne va même pas vous prendre 2 minutes. Ça ne va même pas vous prendre 2 minutes de liker, commentaire positif et abonnez-vous et partagez. Donc, merci beaucoup pour votre attention et
Chaque semaine, vous aurez une vidéo sur cette chaîne. Chaque semaine, vous aurez une vidéo sur cette chaîne, d'accord, sur les crypto-monnaies et l'investissement en bourse. Mais on va commencer d'abord par les crypto-monnaies et par après, maintenant, on va commencer à parler sur les investissements boursiers aussi, parce que c'est très, très important. Allez, peace out.